Alors, c'est le moment, elle est en train de l'enregistrer, allez, on part. Alger, nouvelle génération. Épisode 6, Inch'Allah. Salam, 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 salam alaikum, ya rijallah, salam alaikum, aqulu marhaba. Inch'Allah, demain je trouverai une place. Ma place dans la société algérienne. C'est ce que demandent les jeunes comme Jamel, une situation, un projet, et puis si possible un mariage. Jamel est en train de la trouver, sa place, de la construire tout seul. Seul et sans l'État qui, ces derniers temps, face à la frustration des jeunes, a concédé des sous pour gagner du temps. Les caisses sont pleines, alors celui qui voudrait ouvrir une boulangerie ou s'acheter un taxi peut déposer un dossier à l'ANSEJ et recevoir une petite aide. Évidemment, on ne pose pas la question de la formation, on pense seulement les plaies le plus rapidement possible. Jamel, lui, n'est pas allé à l'ANSEJ, il fait tout seul depuis toujours, ou en tout cas depuis ses 14 ans. Enfant des rues, il nous reçoit aujourd'hui en cravate violette. Il est entrepreneur. Grâce à Dieu, grâce à lui, il a décidé de réussir sa vie. 3 milliards. 3 milliards, c'est 300 000 euros. Négociable. Négociable. Vue sur mer, 260 mètres carrés, porte fermée, ascenseur. C'est un quartier chic. C'est Tilimli, c'est les meilleurs quartiers sur Alger. Donc vous faites que de l'appartement de luxe. Vous faites des grosses villas, transactions. Voilà, des villas, même les petites transactions, je fais. Voilà, c'est mon domaine. Villa coloniale, 7 pièces, 600 mètres carrés, pieds dans l'eau. Jamel vend des villas de luxe sur les hauteurs d'El Jazaïr et sur la côte. Lui, il a pris la crise du logement de revers. Machak Mouchkine, pas de problème. Il parle à ceux qui ont de l'argent, encore, pour acheter les terrains de la ville resplendissante, la sienne, qu'il a décidé de ne plus quitter. 8 ans en Europe, à vadrouiller, pour se rendre compte que rien ne valait Alger. Et son quartier Messonnier, où il s'est installé pour faire des affaires. Et tant qu'à faire, il a appelé sa petite entreprise la Couronne Royale, pour placer haut les ambitions. Sous-titre, toute transaction immobilière, vente, achat, location, terrain, villa et appartements. Et il s'est installé tout à côté de la mosquée pour ne rater aucune des 5 prières. C'était la prière? Là, ouais. Combien de fois vous allez à la mosquée par jour? 5 fois. 5 fois. Ouais. Comment elle s'appelle cette mosquée? C'est une ancienne église. C'est une ancienne église. Ça s'appelle Mosquée Rahma. À la base, c'était une ancienne. Il y avait une ancienne mosquée très connue ici à Alger, qui a été rasée. On a construit une église. Après l'indépendance, ils ont retransformé l'église en mosquée. Allô, oui. Avec Jamel, il y a aussi Abdou qui nous accompagne. Allô, oui. Abdou Semar, ce journaliste d'ElWatan.com qu'on entendait dans l'épisode 4. Le Makteb, c'est le bureau. C'est le bureau. Il est venu avec nous dans le bureau de Jamel, dans son agence immobilière. On était donc 4, Jamel, Abdou et nous 2. Comment vous appelez? Aurélie. Pardon. Attends, tu veux que je... 4, c'est tout juste. Il a fallu parler avec un fax sur les genoux de l'une et les dossiers sur les genoux de l'autre. Il fait combien de mètres carrés le bureau? Ça, c'est 2 mètres sur 2 mètres. Déjà, je suis pas souvent là. Oui. Salam alaikum. C'est le bureau d'affaires, oui. C'est le journal. Il t'appelle sans faire un rendez-vous. Viens, on a besoin de toi. Je travaille sur rendez-vous. Qu'est-ce qu'il cherche? L'achat d'un terrain avec intermédiaire. 7 hectares, 6 hectares urbanisés. Et donc c'est de la vente et de la location. Vente, location. Et il paraît qu'il y a un gros problème de logement à Alger en ce moment. Il y a assez de jeunes, l'État n'a pas donné tellement pour les jeunes comme ça des
Comme il y a en France, en Europe, le social, comme ça, des coups de main à aider, ou des prix spéciaux pour aider les nouveaux mariés, des prix spéciaux pour la location, par exemple. Ça n'existe pas. Ici en Algérie, non, non, ça n'existe pas. Et même le logement social, il faut payer, il faut avoir connaissance. C'est pas, moi, j'ai pas de logement, ils m'ont pas donné de logement. Il faut avoir de connaissances, il faut donner de l'argent, c'est pas comme ça, on met le dossier, c'est bon, tu dors, demain, tu as le logement social. Aujourd'hui, vous avez un beau bureau dans un complexe commercial. Comment est-ce que ça a commencé, ça? Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Avant, j'étais courtier dans la rue. Je travaillais avec des agences. Après, je me suis lancé tout seul, voilà. Mais vous auriez les moyens de payer un petit appartement? Non, je peux pas. Qu'est-ce que je travaille, là, j'ai le loyer, j'ai des frais. Le portable, le fixe, le déplacement, le chauffeur. Je peux pas dire que je peux arriver à 100%. Parce que le loyer minimum ici, il est à 250 €, on peut dire, par mois. Et si vous voulez vous marier, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais me marier, et voilà, je suis tombé sur une femme qui a un appartement, voilà. Alhamdoulilah, remercie Dieu. Je suis pas programmé dans ma tête que je vais me marier. Qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est qui cette femme? J'étais en train de la louer sa villa, après, comme ça, en parlant, c'était vite fait, comme ça, ouais, c'est bon. C'était une cliente? C'est une cliente à moi. Ouais. Quand est-ce que vous vous êtes rencontrés? Ça fait longtemps? Et il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 2 mois. Ça fait 2 mois et vous l'avez demandé en mariage? Ouais. Ouais. Là, c'était vite fait, c'est pas... Moi, je fais pas comme les autres. La musique ou ça, le mélange, c'est pas mon truc, ça. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble les hommes séparés et les femmes séparées. Voilà, il y a un peu de couscous, Pas de DJ, pas de musique. Ah ouais, c'est interdit, ça. Pas de musique. C'est interdit? Qu'est-ce qui est interdit? C'est interdit, la musique dans la religion. C'est Dieu qui l'a interdit, c'est pas nous. Nous, on vient un peu de couscous, shorba, un peu du thé avec du gâteau algérois, et voilà. On sort dehors avec un petit cortège. On rentre, c'est bon, on est mariés. Et elle est aussi très pratiquante? Normal, c'est pas... Porte le voile, fait sa prière. Déjà, pour moi, c'est une obligation. Si elle porte pas le voile, elle fait pas sa prière, elle dégage. Si vraiment vous aimez votre femme, vous la sauvez dans l'enfer, elle est obligée, elle met le voile et elle fait sa prière. Elle respecte son mari. Parce que si elle fait pas ça, dans la religion, ils vont t'appeler, comment on dit, diout. Ça veut dire diout, ça veut dire vous laissez votre femme, elle se mélanger avec les hommes et tout. T'as pas de jalousie pour ta femme. Il faut avoir la jalousie pour votre femme. Si t'as pas de jalousie, t'es mort, ton cœur est mort, t'as pas de foi. Parce que les gens qui laissent sa femme aller dans les fêtes, chaque fois mélanger avec les hommes, elle porte pas le voile, elle fait comme elle veut, genre comme ça, lui, il est mort. Il y a beaucoup de jeunes femmes à Alger qui se baladent sans le voile, qui portent pas le voile. Comment on dit, chacun va rentrer tout seul dans sa tente. Parce que nous, on n'est pas saints. On peut tomber sur le péché. Mais il faut faire la prière, faire des ablutions, faire la mosquée, faire le dua. Toute ta vie à faire les grands péchés après, avant de mourir, une demi-heure de pardon de Dieu, ça c'est chaud. Hein. Ça c'est chaud. Hein. Ah oui, ça c'est... Vous vous êtes rencontré avec votre future femme. Quelle a été votre relation ces derniers mois? Il n'y a pas de relation, non. C'est interdit. Vous avez pris des cafés ensemble? Non, jamais. Il n'y a pas. Non. Elle n'est pas pour ta femme sur les papiers. On n'a pas le droit. Donc là, par exemple, comment est-ce que vous avez décidé du mariage? Là, je l'appelle de temps en temps au téléphone, comme ça, c'est bon, on a décidé. J'ai ramené mon frère, un homme de la famille, on est parti chez elle, voilà, elle a accepté, c'est bon. Vos échanges quotidiens, c'est juste par téléphone? Pas souvent, c'est comment on va faire pour le mariage et tout. Y a pas, on se voit pas. Et vous êtes amoureux? Je peux pas tomber amoureux jusqu'à la rentrée. On peut pas tomber amoureux si on n'est pas marié. On tombe amoureux sur votre femme. Moi, maintenant en Algérie, j'essaie de pratiquer ma religion maximum. Je vais protéger ma femme. C'est l'obligation. Je dois faire mon travail, ma prière, je la prends la religion et mes enfants, après ça, ça ne me regarde pas.
Moi, je vote pas. مالك يوم الدين. L'avenir politique de l'Algérie, ça vous intéresse Il n'y a pas? pas de politique, je suis pas intéressé. Ils ne pratiquent pas la loi de Dieu. Qu'est-ce que, il n'y a pas de réponse, il y a pas de. Moi, je vois pas. Il faut qu'il revienne à la religion de Dieu. Il n'y a pas autre chose. C'est pas compliqué. C'est le vote, c'est pas à nous. Ça nous appartient pas. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pour ceux qui veulent s'enlacer avant le jour du mariage, il y a des endroits cachés, en haut, tout en haut, à Riyad El Feth, à l'est d'Alger. Il y a ce qu'on appelle le parc des amoureux, où un vendeur en costume gris propose des roses à 200 dinars, 2 euros. Younes, qu'on a connu dans les épisodes précédents, l'étudiant en sciences politiques, nous guide vers son père, qui travaille là, à Riyad El Feth, au centre commercial, sous le monument aux morts. On voit le bâtiment en face de nous, ça ressemble à 3 palmiers. 3 palmiers qui se retrouvent, Voilà. on dirait le tronc d'un palmier. C'est le monument du martyr. C'est l'époque du président Chadli. C'est notre tour Eiffel à nous. À la fin des années 80, c'est là qu'il fallait être. C'est la crème. On vend en devises, on s'habille pour venir, aux galeries d'art et au café. Mais tout a changé. Le temps s'est comme arrêté. La décennie de sang a tout mis en noir et blanc. Maintenant, c'est le vide, des vieilles enseignes, Air Algérie dans un coin, la salle de danse qui fait maintenant du karaté et une compile de Brel qui passe en boucle chez le disquaire. L'endroit, c'est là où les couples se cachent. Et là, on va où alors rejoindre ton père? Bon, il bosse ici. C'est un lieu où il y a des musées, c'est un centre commercial là en bas, il y a des cafés. Le père de Younes travaille là depuis une dizaine d'années. Il s'occupe de maintenance et de vidéosurveillance. Avant, il avait fait des études en biomédical. Et avant encore, quand il était un tout petit peu plus âgé que Younes, il avait adhéré au mouvement de la Société pour la paix, le MSP, un parti politique islamiste modéré qui est créé en 90 quand le pays s'ouvre au multipartisme. Militant, mais quand on milite, ça ne veut pas dire qu'on a une carte là. Oui, on adhère à ces idées. Mais à cette époque-là, un seul parti va vraiment peser, le FIS, le Front islamiste du salut, que le père de Younes trouve trop radical. Pour le FIS, la souveraineté ne peut pas appartenir au peuple puisqu'elle appartient à Dieu. Il gagne le premier tour des élections, il menace d'appeler à la guerre sainte, l'armée intervient pour empêcher leur victoire au second tour. C'est le début de la guerre civile qui va durer 10 ans. Qu'est-ce que vous pensiez au début des années 90 du FIS? FIS pratiquement, parce que moi j'étais dans l'autre parti, on n'était pas d'accord avec le FIS. Mahfoud Nahla, Allah yarhamou, quand c'est-à-dire il avait chaque fois une intercation avec le FIS. D'ailleurs, il le traitait de traître. Les leaders du FIS, ils traitaient de traître. Lui, il prenait la voie pacifique, le changement pacifique, démocratique. Et les autres, non, ils voulaient à tout prix avoir le pouvoir. Par exemple, dans un quartier, on connaissait les gens qui étaient avec le FIS. Et les gens, pratiquement, c'était des gens, c'était des, comment on dit, c'était des voyous, ils étaient délinquants. Ensuite, Temtem, il est devenu FIS. C'est vrai, l'islam en Algérie, c'est un composant essentiel de notre identité nationale. On a 3 principes basiques, l'islam, l'arabe et Tamazight, la langue kabyle. On ne peut pas marginaliser une entité à une autre. On a comparé votre parti, les idées de votre parti à celles des frères musulmans. Exactement. Parce que exactement, quand Cheikh Nahla, il était partisan des frères musulmans. Comment est-ce qu'on applique l'islam à l'État, à la politique, à la gestion d'un pays? L'islam, c'est un tout, parce que dans l'islam, quand on se lève, vous voyez, vous êtes obligé c'est-à-dire vos voisins, de les respecter. Vous êtes obligé de ne pas casser, vous êtes obligé de voler. Vous êtes obligé vous avez des devoirs et envers d'autrui. C'est l'interprétation des gens qui font qu'ils montrent l'islam comme, je ne sais pas, comme un monstre. On a peut-être aussi essayé d'imposer en Algérie un islam qui n'est pas l'islam national, c'est-à-dire un islam qui est plus extrême, qui est plus... L'islam, c'est un seul islam.
Il n'y a pas des islams. Mais ces journalistes salafistes, ils veulent falsifier les idées, donner une mauvaise image sur l'islam. Ils veulent appliquer ces idées radicaux dans une société qui a toujours vécu dans la paix, qui a toujours vécu dans une... Et je vous ai dit, c'est pas imposé, c'est les gens qui interprètent mal l'islam et ces personnes-là, c'était, je vous dis, des ignorants, ils ignoraient l'islam, c'est tout simplement, ils ignoraient bien l'islam, donc peut-être qu'ils étaient poussés par d'autres groupes, d'autres personnes pour... mais je me souviens, même un gars du FIS ou un gars de Hamas, on faisait la prière ensemble, il n'y a aucun problème. Des pâtisseries et une limonade Hamoud, la limonade locale, nous attendent chez le grand-père de Younes, à El Mouradia, le quartier de la Présidence. Le grand-père, 80 ans, n'en finit pas de conseil à Younes. Bois de l'huile d'olive, mon fils, c'est ça qui te fera vivre, comme moi, jusqu'à 100 ans. Mais surtout, il tente de transmettre les valeurs algériennes à Younes, l'islam bien sûr, qu'il dit à son petit-fils de préserver. Quand j'avais discuté avec mon fils, c'est un cas spécial, mon fils. C'est un ancien sportif, il a fait ses études, il a eu son bac, après il a fait son service militaire. Bon, il s'est impliqué un petit peu dans un parti comme adhérent, c'est tout. Hein? Mais c'est un parti quand même qui prône la paix, qui prône quand même... Le MSP, qu'est-ce que vous pensiez de ce parti islamiste à cette époque-là? Je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, l'islam, c'est une religion, il faut la laisser à part. Il n'y a pas 36 000 islams, il y a un seul islam. Comme on dit, l'islam moderne, l'islam ancien, l'islam de France, l'islam de Belgique, l'islam, il y a un seul islam puritain, c'est tout. Un islam qui reconnaît tous les prophètes. Qui doit participer à la construction de l'État, qui doit être lié à la politique ou qui doit rester dans la sphère privée? Moi, franchement, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas m'adhérer à un parti politique avec le sigle islam. L'islam, c'est noble. Donc en fait, c'est plus pour protéger l'islam que pour protéger la politique que vous Bien sûr, il faut protéger l'islam parce que quand vous avez un verset coranique qui vous dit faites ceci, faites cela et vous faites le contraire, enfin, dans ma cellule familiale à moi, parce que l'islam, qu'est-ce que c'est pas la commune. L'islam, ce n'est pas le communisme. L'islam, c'est la famille. Famille plus une autre famille plus une autre famille, ça fait une communauté. C'est ça. Les imams en Algérie sont surveillés. Par exemple, dernièrement, lors des émeutes, on leur a interdit à tous les imams d'Algérie de parler du problème de la corruption dans les mosquées. On leur a interdit de parler du problème de la représentativité. On leur a interdit le problème de parler des détournements des richesses. Au contraire, tous les imams ont été obligés de faire des prêches pour demander à des jeunes pour dire que c'est haram, c'est illégal, c'est péché d'aller manifester. Abdou, le journaliste d'El Watan, nous organise un rendez-vous avec Saïd Djabelker, un confrère spécialiste du soufisme. Avec lui, on parle de la décennie noire, on parle du fils et on parle de son cofondateur, le charismatique Ali Behadj, salafiste, qu'on entend un jour déclarer « Nous ferons triompher la voie de l'islam, dussions-nous exterminer les 2/3 de la population ». En 91, il est arrêté, il passera plus de 10 ans en prison. Quel a été le rôle des imams justement pendant ces périodes d'émeutes, de manifestations en janvier-février? La tutelle a orienté les mosquées. Quand je dis la tutelle, c'est le ministère des Affaires religieuses. Donc il a orienté les mosquées pour dire aux gens qu'il faut raisonner les jeunes, qu'il faut les appeler au calme, qu'il faut leur dire que l'avenir est devant eux et que tout n'est pas noir en Algérie. Et donc ils ont versé dans ce discours. Sinon, les représentants du fils à l'étranger, bien sûr, ils ont mis de l'huile sur le feu. Bien sûr, ils ont essayé de récupérer ce qui se passe, mais ils n'ont pas réussi à le faire. En janvier, Ali Behadj, le leader du fils,
qui avait eu un tel succès dans les années 90, est revenu dans les manifestations. Il a été hué par les jeunes manifestants. Donc visiblement, quand même, il y a un certain recul par rapport à ce qui s'est passé. Il y a une résistance à ce message-là, le message du fils, aujourd'hui par les jeunes. C'est sûr. Et n'oublions pas qu'ils ont vu tout ce qui s'est passé durant les années 90. Ils ont vécu. Nous avons beaucoup de jeunes en Algérie qui ont la trentaine aujourd'hui et qui ne sont jamais sortis de leur pays à cause de la décennie noire. Et donc, quelque part, ils en veulent au fils et au discours du fils. Les gens vous diront que le fils, il est cuit, c'est bon, il peut revenir dans mille et une couleurs, mais personne ne fera confiance. Parce que les têtes, elles sont connues. Et celles qui sont ici et celles qui sont à l'étranger. اسمك اللي غسيدي سيم يفهم غقراندي يخفيو هالطبغ تحكيم غرمي دفينيم غحدير تيزي وذبهيم ولا الرايد هواويم هاي النايل هاي النايل سلام ثنظيم غرت سراف ذي ذقرض كسضي طيج دمغلي تيمسي سيد السوض قدح غادي في ويفسيم تيمقوى يدي تجبدو يقردي غرس داحر في كملس أكينا صديح هاي النايل هاي النايل اسم شكوك ولغر شغاليو في اللي ميقي عد وسقاس طمع وقايد الزهريو حضر غاك ميدان ثلس المريران تيزيا قسيو إيمانيو حد ضغطي لصغر ثاقوس يبغى رجيو هاي النايل هاي النايل ماشي برتوتا لوطوروت تاع بليده باش ندخلوا لبليده ار بلس 7 والبري اللي 5500 دينار لو متر كاري نيغوسيابل. Fin de la troisième prière de la journée, Jamel rentre dans le petit local qu'il a loué au centre commercial Victor Hugo. Il confie ses premières années, 14 ans, parents divorcés, enfant de la rue qui a décidé très tôt de ne pas le rester. Vous êtes très sollicité, ça marche votre business? Ouais, parce que moi je travaille, je suis honnête dans mon business. Jamais eu de problème avec la police, que ce soit avec des propriétaires ou des locataires. Pourtant vous avez eu des problèmes avec les autorités quand vous étiez en Europe. C'est pas pareil, on n'est pas chez nous. Non, il faut pas confondre. Moi je suis monté à l'âge de 14 ans, c'est pas pareil. J'étais un peu jeune. Mais comment t'es parti à 14 ans? Comment t'as fait pour partir? J'ai passé par le port d'Alger comme Haraga, comment ça se dit Haraga, voilà. C'est en quelle année? C'était en la fin de 97. En 97, t'as pris le bateau? La fin de 97, c'était l'hiver. Hein. T'as payé des passeurs pour entrer au port? Non, tout seul. Et t'as pris le bateau, tu es entré dans le port et t'as pris le bateau dans... J'ai resté 3 jours dans le bateau, après je suis arrivé à Marseille. Tu t'es caché dans un conteneur ou... Non, dans la salle de machine. Salle de machine? Ouais. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts comme ça. Il y avait des chiens enragés à l'époque. Il y avait des chiens, il y avait les militaires, ils m'ont chopé à peu près 3 fois, 4 fois. Et tout tabassé. Ah, ils t'ont battu? Ah ouais. Il y avait la guerre civile là. Comme ça, il te vient. Un gamin à 4 ans, il dégage. Parce qu'il y avait les voleurs aussi. Il y a plein de gens qui volent et tout. Et moi, comme d'habitude, je traîne tout seul. Et pourquoi partir à ce moment-là?
Parce que je vivais tout seul. Je me débrouille tout seul depuis à l'âge de... 14 ans, tu vivais tout seul. Ouais, comme ça. Je suis de la famille, gauche-droite. Tu ne pouvais pas compter sur ta famille. Non, non. Il n'avait plus de famille. Il n'y a pas, il y a eu le divorce et tout. Le père, il s'en fout, la mère, elle s'en fout. Chacun. Tu vivais dans la rue? Non, non, c'est de la famille. Comme ça, gauche-droite. Et les frères et sœurs, ils étaient où? Pareil. Après, je me retrouve en Europe, gauche-droite, comme ça. Et j'arrive, je reste à peu près 9 ans. Parce que je suis descendu en 2006. J'avais 24 ans. Il y a des gens qui partent d'ici, ils ont 32 ans, ils partent en Europe. Et moi, à l'âge de 24 ans, c'est bon, j'ai vécu, je rentre chez moi. C'est chemin de retour, c'est incroyable. Et c'est quoi les premiers jours à Marseille? T'arrives, tu débarques, tu te rends compte que t'es à Marseille, qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi? Après, je me trouve dans un centre d'accueil. Après, j'ai pas aimé Marseille, j'étais à Paris. Après, ça commence la galère comme ici. Je travaille toujours pour myself. Jamais de trucs interdits. Si, j'ai vendu de la drogue, ouais. Le trafic de papier, tout, je fais tout. T'as pas vécu la prison là-bas? Non, non. Non, comme ça, une semaine, 2 semaines, genre, c'est pas un gros... J'étais pas condamné pour des lourds. Comme je me déplaçais entre Barcelone, Paris, Londres... Quelle année tu t'es rendu? J'ai pas aimé Londres parce que c'est toujours sombre. Climat, les gens, j'ai pas aimé moi. Mais c'est la ville où t'es resté le plus longtemps? Non, non, j'ai resté 2 ans à Barcelone, 3 ans à Paris, 6 mois à La Haye, 14 mois ou 13 mois en Suède, 18 mois à Stockholm. Je vivais avec des faux papiers, avec un vrai nom que je l'ai acheté. J'ai payé de l'argent. Ça coûte combien un nom? Un vrai nom, un beurre, comme on dit, un beurre qui vit en Algérie, entre l'Algérie et la France, ça peut être jusqu'à 3 000 €, 4 000 € à peu près, je parle là. Et moi, je suis payé une fois à Londres pour tentative escroquerie avec les frères. Les frérots, c'est les islamistes. Parce que là, à Londres, au nord de Londres, après, j'étais relâché parce que j'étais pas mêlé dans leurs affaires, j'étais éloigné. Parce que je sais, s'il y a un truc, affaires terroristes, ils ne font pas de cadeaux. Hein. Ils ont essayé de te récupérer, parce qu'on est les récupérer. Ils veulent récupérer des gens. Non, moi, je lis ma religion, je connais ma religion. Moi, j'ai pas besoin qu'ils me... C'est... Voilà, tekfir. Et comment ils t'ont approché, ceux-là, à Londres? Parce que moi, je fais la prière. Ils m'ont ramené des fatwas que, genre, on peut voler les mécréants et tout. Et moi, j'étais pas... Genre... moi, je connais quand j'étais petit, on peut pas voler. C'est interdit de voler, que ce soit. Mécréants, laïcs, je sais pas, bouddhistes, je sais, le vol, c'est interdit. C'est des gens, ils m'ont ramené fatwa, il faut les voler, il faut les vendre la drogue. Je dis non, mais... Ils sont chauds, comme ça, extrémistes, bizarres, là... Toujours j'étais éloigné, toujours j'écoutais. Toi tu es religieux mais t'es pas extrémiste? Non, non. J'étais en première ou en terminale. Ils ont proposé à moi et à d'autres, et beaucoup d'autres jeunes, d'aller en Arabie Saoudite faire des études religieuses, tout frais payé. Saïd Djabelker, spécialiste du soufisme. Moi, j'ai refusé. Mais j'ai pas mal de copains qui sont partis et qui sont revenus en tant que chouyour, en tant que prédicateurs du salafisme et même du fils durant les années fin 80 et début 90. À partir du moment où vous avez des tonnes et des tonnes de livres qui vous viennent gratuitement de l'Arabie Saoudite, du Mashriq, à partir du moment où vous avez des comptes ouverts à l'étranger pour acheter tout ce que vous voulez comme matériel, comme caméra, comme vidéo, comme tout ça, donnez-moi tout cet argent et je vous enseignerai ce que vous voulez. C'est pas difficile, c'est très facile. Donc les gens acceptent, les gens n'ont pas les outils pour discuter religion. Les gens ne connaissent pas à fond le Coran. Dès que tu leur dis, le prophète a dit ceci, cela, c'est bon. La discussion s'arrête. C'est bon, ils le prennent pour argent comptant. Alors que ce n'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de hadiths qui sont bidons, qui n'ont pas de source authentique. Le discours islamiste, il évolue surtout selon 2 choses. Selon la façon avec laquelle
se comporte, si je puis dire, l'État avec ces gens-là. C'est-à-dire, est-ce que l'État ouvre les portes? Est-ce que l'État ferme les yeux? Est-ce que l'État fait ce qu'il a à faire ou non? C'est selon ça. Durant les années 80, l'État a laissé faire, à outrance. C'était pour contrer les communistes et un peu aussi pour contrer la montée de la mouvance chiite. Début 80, à cause de la révolution iranienne. Donc on a laissé faire. Bon, les années 90, c'était la propagande. La propagande parallèle à tout ce qui se faisait comme attentats, comme contre les civils, comme prédication. Le discours islamiste, il était parallèle à l'action armée, l'action des groupes armés. Mais ce discours-là, il est devenu plus virulent, encore plus, je pourrais aller jusqu'à dire plus sanguinaire. Parce qu'à partir du moment où tu es différent, tu dois mourir carrément et systématiquement. Sur un des 4 murs du bureau de Jamel, un portrait robot d'un disparu, son frère. Disparu? Ouais, depuis 92. خلينا 92. Ouais. شو دخل في disparu هذوك ولا محمد C'est un frère à moi, هذا خويا. En 2006, d'anciens leaders islamistes, dont Ali Belhadj, sont libérés suite à l'amnistie. Les maquisards reçoivent une enveloppe pour les aider à se réinsérer dans la société. Une enveloppe que les familles des disparus, victimes des attaques terroristes ou des disparitions par l'armée, n'ont eux jamais reçue. J'ai mis une petite annonce comme ça, un portrait robot. Ça peut arrêter un client qui rentre. Donc il a disparu en 92. Et là, vous laissez la vie de recherche. Il avait 14 ans. Et moi, à 92, j'avais 10 ans. Je peux pas me... Comme nous, on était gauche-droite, les 5 frères. Après lui, il était dans un centre éducatif. Comme il est surnommé, voilà, il y a eu la guerre civile. On ne sait pas jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il est mort, vivant? En Algérie, on estime qu'il y a entre 10 000, voire 20 000, voire plus de disparus. C'est des gens qui ont officiellement disparu et dont les motifs, on ne sait pas. C'est-à-dire, c'est quoi les disparus en Algérie? Ça peut être des gens qui ont quitté des mosquées et l'armée les a fait, il y a des rafles. Parce qu'on les a suspectés d'être des islamistes, donc des anciens du fils, donc on les a raflés. Ils ont été emmenés dans des camps au sud, après on les a plus jamais retrouvés. Ça peut être des gens qui ont été avec le parti dissous, le parti islamiste, qui ont été torturés après, qui sont morts, qu'on les a déclarés disparus. Parce que comme il y a la réconciliation, l'amnistie, tout le monde a été amnistié. Donc ils ne veulent plus rouvrir ce dossier. Parce que si tu recherches, si on veut savoir comment ils ont disparu, est-ce qu'ils sont morts, s'ils sont morts, qui les a tués, il faut faire un travail de justice. Le portrait robot, vous l'avez fait vous-même? Ouais, on a acheté un logiciel Face or Face, ça s'appelle ça. C'est portrait robot c'est la police qui travaille avec ce logiciel. C'est un frère à moi, il me ressemble un petit peu, on a une bonne ressemblance. On a fait comme ça le portrait robot. À partir d'une photo de vous? Ouais, parce qu'on n'a pas de photo. Est-ce que vous pouvez lire juste l'avis de recherche, ce que vous avez marqué? Temen Jodzin, appelé Zino, parce que nous on l'appelait Zino là. Né le 10 août 78, âgé de 30 ans à peu près, les yeux verts, cheveux noirs, châtains, grosse grain beauté sur le cou. Voilà, j'ai mis le numéro, l'email est disparu depuis janvier 92 à Alger. À partir de l'année 2000, à partir de 99, là où il y a eu la concorde civile, disons que des islamistes se sont reconvertis en trabendistes. Donc l'argent du terrorisme, il a été investi, c'est le marché parallèle, et on se retrouve avec ces gens-là. Maintenant, je peux vous dire que c'est eux qui contrôlent, entre autres, le marché des portables, du téléphone portable en Algérie. Des puces et tout ça, c'est les barbus. Paradoxalement, le marché de la lingerie féminine. Les vendeurs de la lingerie féminine à Alger sont des barbus. Barbus. Et quand on dit barbu, il faut entendre wahhabite salafiste. Il ne faut pas entendre un barbu, c'est-à-dire BCBG. C'est des barbus, c'est pas n'importe quel barbu. Je connais pas mal de jeunes qui se sont mis une barbe et un tamis juste pour avoir une tranche de marché dans les portables, hein, dans les téléphones portables. Eh ben oui, on arrive à faire le moine pour avoir un boulot. Parce que les jeunes, ils souffrent, ils n'ont pas de boulot, ils sont laissés.
Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est l'islam populaire, c'est le soufisme. C'est un discours qui monte. Parce que les gens ont découvert un islam que la jeune génération ne connaît pas et que les moins jeunes ont oublié ou délaissé à un certain moment. Et il faut vous dire que l'islam populaire, l'islam maraboutique, l'islam soufi en Algérie, c'est les racines religieuses de l'Algérie. Ce n'est pas le wahhabisme, il est étranger, il est importé d'Orient, mais l'islam ancestral en Algérie, c'est l'islam populaire maraboutique soufi. Voilà. Même sur le plan musical, les jeunes générations ils se penchent surtout, ils reviennent surtout au gnawi. Le style gnawi, c'est soufi par excellence. C'est soufi. Gnawa, c'est le soufisme noir, c'est l'islam, ce qu'on appelle l'islam noir, c'est le soufisme des noirs. Gnawa, c'est une tradition musicale soufi en même temps et maraboutique populaire qui est actuellement très adoptée et fortement adoptée par les jeunes. Dès que vous avez un gala Gnawa, venez voir à Alger le monde fou qu'il y a, donc c'est complet. Ils reviennent à leurs racines. La semaine prochaine, on part sur l'imaginaire. Les jeunes créent coûte que coûte. Sophia tourne son court-métrage Audacieux. Ce film qui risque de choquer, j'en ai conscience, et bah tant pis. Parce que là, je refuse de négocier sur une pensée, sur une vision, quitte à être considérée comme une provocatrice, ouais, je le fais. C'est comme ça. C'était Alger Nouvelle Génération, une émission proposée par Caroline Gillet et Aurélie Charon, réalisée par Yann Chouquet et mixée cette semaine par Ludovic Asselot et Alice Berger. Merci aussi à Lola Costantini et Sonia Leglen.